Sujet un peu plus techno cette semaine et Patricia va arriver. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, mais on l'entend. 2 secondes. Et... Coucou. Mon template avait changé. Donc, laissez-moi juste terminer ça. OK. Cette semaine, je vous parle de l'histoire des bases de données, un sujet qui me tient à cœur. J'ai travaillé longtemps sur des projets de ce type-là et je me suis gâté. Je me suis dit, je vais vous parler de ça. Les bases de données, il y en a énormément dans le marché depuis longtemps. Qu'on parle de Access, qui était une base de données qui était utilisée sur des milliers, des millions de PC de Microsoft, de Windows à travers le monde. Des systèmes critiques étaient développés en Access dans des banques au gouvernement. C'était quelque chose. Que ce soit les IBM DB2 qui étaient utilisés dans le domaine financier, Oracle qui était un gros joueur dans le domaine des bases de données. Vous avez aussi MySQL, PostgreSQL qui sont plus du côté web, plus du côté à la limite open source, là, qui sont dans certains cas carrément gratuits. Donc, Excel n'est pas là via VO2GM. Il l'est par la bande via Access, mais ce n'est pas vraiment un système de gestion de base de données. Mais en même temps, Patrice, son commentaire n'est pas totalement con parce que Excel n'a pas été développé pour être une base de données, on s'entend. Non. On y a ajouté la possibilité d'ajouter des fonctionnalités de gestion de base de données via de l'intégration de Access, de VB, de toutes sortes de choses qui étaient possibles d'ajouter dans Excel. Ça a été un peu abandonné tranquillement, pas vite. Mais là, avec l'avenue de l'intelligence artificielle et de Copilot de Microsoft, là, il y a un ravivement. Là, ils veulent rajouter un paquet de fonctionnalités dans Excel qui ressemblent étrangement à de la gestion de base de données. Donc, effectivement. Avant d'aller plus loin, j'ai deux courts clips pour peut-être mettre un petit peu la table. Donc, on va regarder ça ensemble, puis on revient. Was also intrigued with Codd's ideas. In 1970, C'est une vidéo qui our vient du lives musée are flooded with all kinds of information. Thanks to computer databases, we interact with information easily and seamlessly on a daily basis. Databases were used to organize information long before the computer age. This Sumerian tablet is an index of medical prescriptions, ship manifests, card catalogs, and product inventories are also databases. The computer allowed databases to be automated. Early computer databases followed a flat file model, a simple, consecutive list of records. But this format required that computers begin every search at the start of the list and search sequentially. This was a slow way to search and maintain large volumes of records. New, faster databases were needed that were expandable, reliable, and efficient. In the mid-1960s, IBM used a hierarchical model for their information management system, IMS. This tree-like structure, with parent nodes pointing to child nodes, was successfully used by NASA to manage drawings for the lunar lander. A more flexible network model was developed by GE's Charles Bachman. Now, child nodes could have multiple parents. But as the database got complicated, it was too hard to manage all those pointers. Ted Codd, a computer scientist at IBM, had a better idea. His relational database model, which he first proposed in 1970, organized a body of data into simple tables of related information. There were no pointers to maintain because tables are connected only by having matching data fields. This made it easier to access, merge, and change data.
C.J. Date, an IBM instructor and author, was convinced that the relational database was a better model. Codd and Date wrote papers, lectured, and debated its merits. But Codd's relational database competed with another IBM product, the profitable IMS. So IBM was slow to support the new idea. In 1973, Michael Stonebraker's team at UC Berkeley used Codd's idea to create the Ingress Relational Database, making it freely available for a modest fee. Several companies used it as the basis for successful commercial products. It took until 1975 for IBM to produce an experimental relational database named System R. It used a structured query language developed by IBM's Don Chamberlain and Raymond Boyce to search and modify data. A young entrepreneur named Larry Ellison was also intrigued with Codd's ideas. In 1977, he put up $2,000 of his own money to start a software company with Bob Miner and Ed Oates. Their mission? Develop and sell the first commercially available relational database compatible with IBM's System R. Their flagship product was Oracle, which shipped in 1979. The first version ran on mini-computers, but by 1983, the company had rewritten it to run on many more computer systems, including IBM PCs and mainframes. Oracle quickly became profitable. In 1983, IBM finally released a full-fledged commercial relational database, DB2, for mainframes. But it was too late for IBM to dominate the mini-computer market, and Oracle was already selling to IBM's customers. Oracle had adopted Ted Codd's relational database concept early when his own employer, IBM, wouldn't, and Oracle became one of the largest software companies in the world. Its success helped relational databases become the way much of our computer data is organized. Ouais. Google a été développé. Working, communicating, shopping, relaxing. Nearly everywhere we go, data is gathered, organized, and made accessible. In this age of information, a database is never far away. Donc, c'était un peu le concept des bases de données avec l'histoire. Faut comprendre que, bon, IBM a essayé de jouer un très grand rôle et ils sont très présents dans le domaine financier. Oracle aussi est quand même présent dans beaucoup d'industries manufacturières, télécommunications, même aussi le pharmaceutique. Donc, ils se sont placés dans des industries qui sont clés au niveau de la gestion de bases de données, effectivement. À ça, c'est ajouté avec les années ce qu'on appelle le SQL, c'est-à-dire le langage qui permet, le Structured Query Language, qui permet de parler à la base de données. Donc, on regarde ça, puis après ça, on va regarder quelques exemples de bases de données qui ont été utilisées à travers le temps. Structured Query Language, SQL or SQL for short, is the gold standard language for communicating with relational database management systems. You've likely heard of databases like MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server, and Oracle, all of which are based on SQL with their own little variations. It was initially developed in the early 70s to mutate and retrieve data from IBM's System R database. By 1986, it was standardized into the syntax that remains extremely popular in technical applications today. A relational database organizes data into tables, kind of like an Excel spreadsheet, where columns contain attributes or types of data, while each row represents an individual record or data point with its own unique ID known as a primary key. We can establish relationships between data points by taking the unique ID from one row and storing it on a different row in a different table in a special column known as a foreign key. In the teams table, the team ID is the primary key, but in the players table, it's the foreign key. And what that data structure tells us is that a player belongs to one team, while a team can have many players. What we've done here is structured our data in its smallest normal form to eliminate duplication and redundancy.
Now, the role of SQL is not only to read, create, update, and delete data, but also to join data together based on the relationships embedded within it. The syntax is comprised of several key parts. If we zoom all the way out, we have a statement, or a piece of code that does something, like reads or writes to the database. Within a statement, we have a variety of keywords that can manipulate the database. Select can be used to make a query for the columns that you want from a table. The column and table names are known as identifiers, but we may not want every row in the table, so we filter the results with the where keyword to only include records that meet a certain condition. It's like looping over every row in the table and only returning rows in the query where the predicate evaluates to true. Then, we might use the join keyword to connect data from an entirely different table, by matching the primary key on this table to the foreign key on another table. What we've created is a collection of clauses that make up a full SQL statement. We can now go and execute this code on the hundreds of different databases that support SQL. This has been Structured Query Language in 100 seconds. Like and subscribe if you want to see a full SQL tutorial. Thanks for watching, and I will see you in the next one. Donc, le langage SQL s'est répandu à travers les années, est devenu jusqu'à certains points une norme dans l'industrie. La base, oui. Oui. Et au niveau des bases de données, ce que j'appelle les SGDBR, donc les systèmes de gestion de bases de données relationnelles plus locales, ça s'est développé dans les années 90 et 2000 et SQLite a été un des joueurs qui a réussi à mettre un engin de base de données sur un ordinateur dans les années 90, qui était quand même raisonnable en termes de mémoire, gestion de fichiers, pour être capable de gérer localement des données, parce qu'il y avait aussi un besoin de réplication de données entre des ordinateurs sur la route, des gens qui avaient de l'information locale et un ordinateur central qui contenait l'information de façon centralisée. Il faut se rappeler que dans les années 90, l'Internet n'était pas développé, donc les données, il y avait des besoins locaux, il y avait des besoins centraux, il fallait trouver des solutions. Donc, SQLite a été une des solutions qui s'est très, très démarquée de ce côté-là. Et moi, j'ai utilisé une application qui s'appelle Rayma. Et Rayma était une base de données à l'origine qui était surtout orientée à ce qu'on appelait une base de données réseau, qui était excessivement rapide, qui avait un engin qui permettait de l'intégrer à du code C++, à du C, pour être capable de compiler une application sous Windows. Et ça nous donnait des résultats exceptionnels en termes de temps-réponse et de capacité de traitement de données. On peut voir ici l'écart qu'on avait entre SQLite 3.23 et RDM 14.1. Ah, c'est énorme. Et je me souviens, la compagnie pour laquelle je travaillais, on avait des bases de données Rayma, donc c'était complètement transparent pour l'utilisateur. Lui avait son application, faisait ses requêtes. Les requêtes étaient graphiques avec des listes déroulantes, des menus déroulants, des variables que tu pouvais rentrer au niveau des requêtes. Il n'y avait pas nécessairement besoin d'SQL comme tel, mais le marché s'en allait SQL et évidemment, éventuellement, Rayma est devenu SQL. Et le SQL, c'est comme devenu une norme dans le marché. Donc, c'était difficile d'être capable de vendre un produit, une solution qui n'avait pas à l'arrière une base de données SQL au cas où on veut y accéder avec un autre engin pour être capable de faire des requêtes. Donc, c'était vraiment une demande qui était de plus en plus présente. On a eu, dans le cas des Mac et même des PC, le logiciel, bon, il y a eu, si tu te souviens, le data, ça s'appelait comment? Donc, ça s'appelait, c'était DB3. Il y avait eu DB2. Je pense que oui. Oui, DB3, DB2. Moi, dans mon cas, j'ai utilisé 4D, qui est quatrième dimension, qui avait une version PC, une version Mac, mais c'était un environnement de développement graphique, ce qu'on ne voyait pas à l'origine avec DBase. Pour créer ta BD, ta BD, mais de manière graphique. De manière graphique, puis après ça, d'avoir une application graphique pour être capable d'interagir avec ta base de données. Dans le cas de 4D, l'anecdote que j'ai, c'est que je me souviens, c'était en 93 ou en 94. Je pense que c'était en 94. Je me fais appeler par un de mes amis et on est allé dans des rencontres du Forum Option Jeunesse. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'est Mario Dumont qui avait quitté le Parti libéral, la commission jeunesse du Parti libéral, avait formé Forum Option Jeunesse, éventuellement a fondé l'ADQ. Et c'était une réflexion sur le Québec. Et bon, j'étais impliqué pour aller rencontrer les gens dans certaines circonscriptions. Puis j'avais eu la demande,
ils ont besoin d'un système de gestion de membres, donc les membres qui vont cotiser pour l'organisation. Fait que j'avais développé l'application sur 4D, sur un Mac. Parce que, bon, c'était le requis, c'était que si on le fait sur un Mac, c'est ça que j'avais à ce moment-là. Puis c'était ça aussi que, qui avait ça? Mario Dumont avait ça. Donc, fait que tu étais dans ses bonnes grâces. ben oui, fait que finalement, meeting est organisé et je me rends dans l'appartement de Mario Dumont à Repentigny, sur le boulevard Lacombe. J'arrive là, sa conjointe actuelle est là. C'est elle qui s'occupe d'utiliser le système. On l'a formé sur le système, puis ils ont utilisé ça pour commencer à rentrer leur liste de membres, mais éventuellement, quand ils ont formé l'ADQ, ils ont probablement réutilisé les données pour l'ADQ. Tout ça pour dire que c'était un peu aussi comme Access. Là. On pouvait avec Mais moi, je me servais d'Access à l'époque, Patrice. 97. C'était, pour ceux qui se rappellent dans ce temps-là, c'était l'époque où on téléchargeait de la musique. Oui. Et qu'on commençait à télécharger des films de manière pas tout à fait légale. Et on se retrouvait avec des bases de données de films et de musique et de tout ça. Puis là, on voulait classer ça parce que c'était pêle-mêle dans un disque dur pour être capable de retrouver, OK, mais moi, je vais écouter un film avec tel artiste ou tel nom d'acteur ou telle année ou on de faisait des recherches là-dessus, oui. Écoute, c'était écœurant. Ouais, puis si ma mémoire est bonne, bon, Access était très présent, mais on avait aussi une couche graphique par-dessus qui était du VB Pro, c'est tout ça? C'est du Visual Basic. Pas des noms. Il y avait du Visual Basic qu'on pouvait rajouter, en tout cas. Il y avait des couches qu'on pouvait mettre par-dessus les bases de données. Ce n'était pas nécessairement intégré dans le produit à ce moment-là. Tout ça pour dire qu'avec les années, il y a d'autres produits aussi qui se sont développés puis qui se sont mis en marché. Un des très connus au niveau de la plateforme Mac, c'est FileMaker, qui a été développé par Claris et que beaucoup ne savent pas, mais Claris a été racheté par Apple il y a plusieurs années, donc ça appartient maintenant à Apple. C'est brandé comme étant FileMaker de Claris. Ce n'est pas brandé Apple comme tel, mais c'est une suite logicielle qui intègre les iPads, les iPhones, qui avait une version Windows à un certain moment donné, si je me souviens bien. Je ne sais plus s'ils l'ont gardé en vie. Tout ça pour dire que c'est un environnement graphique où tu peux développer ton application, la pousser sur les différents appareils avec un serveur centralisé. Donc, il y a encore une grande communauté qui développe là-dessus pour des besoins spécifiques avec des applications, dans certains cas, commerciales qui revendent, des templates qui revendent, qui sont déjà tout prêts pour le fonctionnement dans certains domaines, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du commerce de détail, si je me souviens bien. Donc, il existe encore un écosystème et un marché pour ce type d'application-là, surtout aux États-Unis. Ça nécessite quoi? Puis probablement que Danny ça va y rappeler des souvenirs, mais ça nécessite quoi de gérer une base de données? Mais c'est un cycle qui est quand même complexe, là. On parle de définir les besoins. On parle de concevoir et planifier ce qu'on a à réaliser. Il faut collecter l'information, collecter les besoins. Après ça, il va falloir traiter les données. Il y a des jobs qui se sont créés dans l'art de développer une architecture de base de données, puis tout ça, les ingénieurs derrière, tout ça. Il y a un paquet de postes qui sont apparus du jour au lendemain là-dessus. Là. Des gens qui s'occupent de nettoyer des données, qui s'occupent de transformer des données parce qu'on veut des formats très précis, que ce soit des dates, que ce soit de l'information qui doit être standardisée au niveau des majuscules parce que c'est des prénoms, des caractères spéciaux qu'il faut traiter parce que l'ancien système ne traitait pas les caractères spéciaux, puis là, il les traite. Donc, s'assurer que tout est bien clean. Puis c'est pas parce qu'on a une base de données qui existait que ce qui est dedans est propre. Des fois, il y a des erreurs de frappe. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas standardisées dans la province. Des fois, c'est QC. Des fois, c'est PQ. Des fois, c'est Québec. Des fois, il n'y a pas d'accent. Donc, tu veux être capable de standardiser l'information. Danny qui nous dit... un de ses meilleurs amis est administrateur de base de données Oracle et il n'est pas parfait. Non, c'est sûr. Ça, je te l'accorde. Il existe beaucoup de solutions intéressantes. Mon anecdote concernant Oracle, mais Danny, sache qu'on est avec toi puis tu peux encore le sauver. Oui. Mais à sa défense, je me souviens du côté d'Oracle, j'ai eu un gros projet Oracle dans ma vie. Et c'était pour une institution financière et on devait développer un système. Puis l'exigence, c'est que ce soit SQL. Donc, on n'avait pas le choix. Il fallait que ce soit sur une base de données SQL. On ne pouvait pas utiliser RAMA dans ce cas-là. Et la seule expertise qu'on avait à l'interne, c'était sur du Windows. On n'avait pas d'expertise Unix dans les années 90. Donc,
on utilisait Oracle sur Windows NT. Si tu te souviens bien de NT, Patricia. Shit. Et compte tenu que c'était des données bancaires, on avait énormément de données, mais genre énormément. Dans le temps, là, 20 gigabytes, c'était gros, là, parce qu'on était en K, on n'était pas en gigabytes. Et on avait une base de données qui frôlait si je me souviens bien, 20 gigabytes avec plusieurs copies. Donc, on arrivait jusqu'à 60 gigabytes. Tout ça pour dire que on avait demandé à Oracle, y a-t-il un enjeu d'avoir une base de données sur NT de cette ampleur-là? Puis on nous disait, il n'y a jamais personne qui a fait ça. Et OK, c'est bon, mais sur Unix, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. OK, c'est beau. On l'a développé, puis ça marchait. OK. Puis la façon qu'on a vendu le système, c'était simple, c'est que dans le temps, on avait demandé à Compaq, la compagnie Compaq, là, avant qu'il se fasse racheter par HP, de fournir un rack de serveurs avec des disques. Et on avait développé le système dessus. Et la seule chose qu'on avait faite à la fin, on avait dit à la banque, OK, si vous voulez la solution, là, vous achetez ce qu'on a là, on déménage, on plug, puis on sait que ça marche. On ne va pas le réinstaller sur du Unix ou sur du HP. Non. Tu le prends tel quel, il marche. Nous, on garantit que c'est testé, mais ça te coûte juste un déménagement. Fait que finalement, ils n'ont comme pas vraiment eu le choix, là, mais bon, tu veux respecter les temps, bien, tu le prends, tu le déménages, une fin de semaine, puis c'est fini. Et ça a très bien fonctionné pendant des années. Donc, c'est ça. Donc, le cycle de gestion des données est quand même assez complexe, nécessite des expertises à différents niveaux. Dans certains cas, des expertises qui sont plus du niveau collégial. Dans d'autres cas, il faut avoir des expertises un peu plus universitaires ou avec énormément d'expérience pour être capable de faire le travail. Pour ce qui est de la gestion des bases de données, une des premières étapes quand on fait de la modélisation, c'est qu'il faut être capable de bien définir le besoin, de bien documenter les processus internes d'une entreprise, par exemple, ou d'un département. Donc, il faut être capable de faire ce qu'on appelle un modèle conceptuel de données, où on voit ultra précis avec les différentes dépendances, pour après ça, tomber en mode avec une structure qui est un peu plus alignée sur quels sont les stockages d'informations qui se font au fur et à mesure qu'on va dans les différentes étapes du processus pour vraiment identifier qu'est-ce qu'on veut capturer comme information, qu'est-ce qu'on a besoin comme intrant pour être capable de prendre une décision ou d'être capable de réaliser un travail de façon précise, pour après ça être capable de le représenter sous forme de table avec des liens et des jointures entre ces tables-là. Donc, par exemple, on veut qu'un service contient un département. On veut qu'un patient utilise un scanner lors d'un examen. Donc, on veut être capable de bien définir ces informations-là avec le niveau le plus granulaire possible d'informations pour après ça vérifier comment on va structurer nos données à l'autre bout de la ligne. Pour réussir à faire ça, bien, à la fin, on a une structure de table avec des liens entre les tables qu'on a vues tantôt dans la petite vidéo. Et cette structure-là, souvent, elle va être générée à partir des outils qu'on a utilisés précédemment. Donc, on a modélisé dans un logiciel et au bout de la ligne, dans certains cas, ça va nous générer carrément la structure des tables déjà toutes prêtes qu'on va pouvoir après ça ajuster et après ça soumettre à l'engin de base de données pour que des tables soient créées avec les liens entre les tables. Donc, dans les années 90, même 2000, il y a eu énormément d'outils qui ont été utilisés pour faire cette gestion-là. On avait des outils qui nous permettaient aussi de bien définir les diagrammes de données, quelle donnée était nécessaire à quel moment donné dans le processus, par quelle personne elle était nécessaire. Donc, tout ça était documenté dans des logiciels. Il l'est toujours documenté dans des logiciels qu'on appelle des logiciels de modélisation de données. Un de ces exemples. Aujourd'hui, Patrice, tu prends une photo de ta modélisation, tu l'envoies dans Gemini, puis il te fait ça. Il te fait ça, oui. Ceci étant dit, Patricia, il faut que tu aies fait la photo avant. Il faut que tu aies fait le travail de base. Il faut que tu aies la logique de développer. Les connaissances ont besoin d'être là pareil. Là. C'est ça. Donc, Silverrun était un des logiciels qui était toujours utilisé, mais qui était utilisé beaucoup dans le temps pour faire des diagrammes de flux de données, de DFD. Le MRD, qui est le modèle MRD plus au niveau de la modélisation des données. Donc, ces deux logiciels-là étaient complémentaires.
Il existe différentes variantes de logiciels similaires aujourd'hui qui permettent de faire ça. Certains sont propriétaires au système de base de données, que ce soit chez IBM, chez Oracle ou autre. Vous avez des outils qui viennent avec, qui permettent de faire cette modélisation-là. C'est sûr que le niveau de documentation des modèles peut varier d'un logiciel à l'autre parce que dans certains cas, on veut garder la modélisation pour être capable de faire des ajustements au processus et des ajustements au système en conséquence pour avoir une documentation. Et là, il dit, Danny dit, après ça, tu m'envoies et je m'assure de faire du thread modeling et tout ça. Effectivement. Parce que ça, c'est l'autre aspect qu'on ne tient pas toujours compte, c'est que la structure de la base de données en arrière, dans certains cas, on veut avoir des backups en temps réel. On veut avoir des données qui sont redondantes sur différents sites ou différents serveurs. Sauvegarde à long terme. Exactement, du load balancing. Donc, il y a tous ces outils-là, au-delà du fait qu'on a une table avec des données. Donc, les engins de ce système de base de données relationnelles ont beaucoup évolué depuis 30 ans. En mettant en place des outils quand même assez complexes de gestion. Donc, on n'est plus dans les petites bases de données boboches qu'on avait sur un petit serveur puis qui fonctionnait puis qu'on n'avait pas à y penser. Là. On est vraiment rendu à un autre niveau. Tout ça pour dire aussi que du côté des bases de données, l'autre grande révolution qu'il y a eu à travers les années, c'est le multidimensionnel. Donc, les outils d'intelligence d'affaires, de BI, de Business Intelligence, nécessitent des données qui sont structurées de façon multidimensionnelle. Par exemple, on veut la donner en fonction du temps, de la région et des catégories pour voir les ventes à travers ces différents axes-là. Et quand vient le temps de faire des rapports, la base de données relationnelle générale que l'on a ne permet pas facilement de faire ce genre de jointure-là rapidement et de la simulation si on veut faire de la simulation. Donc, on développe avec le temps des bases de données qui sont connexes aux bases de données sources originales. Donc, ce qu'on appelle du BI-DW, là, du Data Warehouse d'intelligence d'affaires, où là, on va structurer nos données selon les besoins de rapport, selon les besoins d'analyse, pour avoir une réponse rapidement et non pas attendre que le traitement se fasse en arrière-plan pour après ça m'envoyer le résultat. Donc, avec les années, on a vu par exemple, Excel avec ses fameuses tables pivotantes qui sont nécessaires pour voir les données de différents angles. Ça, c'est un des aspects. MicroStratégie offre des solutions équivalentes, même un peu plus puissantes. On a Power BI aussi qui est intéressant. Il existe des solutions open source qui permettent de faire ce genre de choses-là aussi, qui sont pas mal cool. Tout ça pour dire que les bases de données, c'est plus que juste de dire, OK, j'ai besoin de remplir le formulaire puis d'avoir l'information. Au bout de la ligne, dans certains cas, on veut faire de la simulation, on veut faire de la projection, on veut faire de l'analyse de données, dans certains cas, même de l'analyse statistique sur les données pour être capable d'avoir des indicateurs. Là. Puis tu te rappelles, quand on avait parlé de la nouvelle mouvance qui est en train de se développer avec les jumeaux numériques, dans lequel on développe à côté une entreprise qui est complètement toute paramétrée de façon à pouvoir la sortir de son cadre de la production, puis d'y envoyer des paramètres dans le temps, puis de dire, si je brise telle pièce ou si j'annule telle affaire, il se passe quoi dans l'évolution de mon système? On n'est plus à la même place. Là. Non, effectivement. Donc, en conclusion, ce qu'on veut ultimement, c'est développer des tableaux de bord avec des indicateurs de gestion, avec ce qu'on appelle des Key Performance Indicators, donc des éléments clés qui nous permettent de prendre des décisions. Où est rendu le niveau de service? Où est rendu? Puis c'est bon autant pour de la gestion de serveurs que de la gestion de portefeuille financier ou de la gestion de réseaux de télécommunications. Là. On a des métriques, on a des variables que l'on doit monitorer sur une base régulière, dans certains cas en temps réel. Et à l'arrière, il faut que les systèmes puissent nous fournir cette information-là pour qu'on puisse prendre la bonne décision en fonction des différentes circonstances, des différentes variables qui sont disponibles en termes de prise de décision. Donc, c'est un domaine où on voit que finalement, Patricia, les maths, c'est important au secondaire pour les jeunes. Solide, oui, c'est clair. C'est important. Et deux,
peux vous dire qu'il manque de personnel, puis Danny pourra le confirmer, là, il manque de gens qui ont cette expertise-là ou qui le développent avec le temps. C'est un domaine où les salaires sont quand même très bons, même quand on commence à travailler au bas de l'échelle. Toutes les entreprises ont besoin de ce genre d'expertise-là. Et la grosse tendance, oui, avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des systèmes de base de données infonuagiques où là, on est capable d'avoir des services reliés à Amazon Web Services, à Azure, à différentes infrastructures infonuagiques où là, on délocalise notre base de données, mais on veut avoir accès aux mêmes outils, aux mêmes infrastructures que l'on a sur le site. Donc, Danny nous dit qu'il travaille présentement pour une compagnie qui développe dans la gestion de portefeuilles de patrimoine. Les bases de données et les informations à temps réel sont super importantes, effectivement, parce que si tu fais de la gestion de portefeuille, tu as le cours des actions, le cours des indices, le cours des taux d'intérêt, des obligations. Donc, c'est ça. On manque de les monde. outils à la prise de décision, l'analyse, la visualisation des données temps réel est de plus en plus nécessaire, ne serait-ce que juste dans le domaine du climat, de la météo, de la gestion d'une ville, de l'urbanisme, de tous les systèmes de contrôle de rue, tout ça, ça devient complètement fou. Là. Fait que, vois-tu, lui, il disait qu'il manque 20 personnes, puis ça, c'est juste un échantillon. Là. Tu sais, quand on dit qu'il manque 50 000 personnes en technologie de l'information au Québec, 200 000 au Canada, ben c'est tout ça qu'on parle, là. Entre autres. Ce n'est pas juste des installateurs de PC ou des gestionnaires de réseau. Là. Oui, ça aussi, il en manque, mais il manque aussi des gens qui ont un background en informatique de gestion, donc qui ont une compréhension de comment les décisions sont prises, c'est quoi les concepts. Exemple, si on travaille dans le pharmaceutique, dans le domaine de recherche-développement, ce n'est pas les mêmes données que si on travaille dans la gestion de patrimoine, où là, on travaille plus avec des indices boursiers, avec des rendements, avec des frais associés de gestion. Donc, ce n'est pas les mêmes concepts et ce n'est pas le même niveau de connaissance. Donc, le domaine métier est très important pour adapter les connaissances, les pratiques là, pour être capable de bien développer les systèmes. Donc, c'est ça. Danny nous disait que les clients sont les banques, les conseillers financiers, exactement, qui utilisent vos applications. Donc, c'est un domaine qui est en pleine effervescence et qui nécessite des gens qui ont une bonne expertise puis aussi une bonne tête sur ses épaules parce que c'est des genres de domaines où tu ne peux pas arriver avec la formation puis tout comprendre. Mais il faut que tu aies les outils pour, après 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, devenir spécialiste dans ton domaine puis d'être capable de travailler sur des projets. Puis c'est des projets où ce qui est le fun parce qu'ils ont des bons budgets, c'est des gros défis et c'est souvent avec des technologies de pointe, là, malgré que des fois, on met des vieux systèmes, mais souvent, on s'en va vers quelque chose qui est plus récent. Donc, c'est le fun, c'est challengeant en même temps d'être à jour avec ce qui se fait. Donc, que ce soit avec Oracle, DB2 ou n'importe quelle autre solution, il existe une tonne de bases de données disponibles dans le marché. Donc, c'est ça. Il dit on gère des milliards de dollars. Il ne faut pas être con. Effectivement. Il ne faut pas se tromper. Malgré qu'il est là, n'est con puis qu'il gère des milliards. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est d'autres choses. C'est ses milliards à lui, c'est pas pareil. Ça. Quand on gère ceux des autres, on fait plus attention. Ça conclut, Patricia, mon histoire des bases de données. Hein? J'espère que ça vous a... vous avez appris quelque chose. Et sinon, parlez-en à votre entourage s'il y a des gens qui sont intéressés par le domaine. Il existe plein d'informations, de formations dans le domaine. Puis au pire, écrivez-moi, puis je vais être capable de vous diriger. Là. J'ai énormément de contacts dans le domaine, donc je pourrais vous donner mon point de vue et vous supporter dans ce processus-là qui est hyper important pour nos entreprises.